tous et toutes et bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur Alex, le destin d'un roi ou The Kid Who Would Be King en version originale. L'histoire de Alex, un jeune garçon de 12 ans qui, en rentrant de l'école un jour, tombe sur un chantier et dans ce chantier, il tombe sur une épée plantée en plein milieu d'un pylône en béton qui a été détruit, qu'il sort de son pylône, ce qui fait de lui le nouveau champion du royaume, le descendant d'Arthur Pendragon, et donc celui qui est en charge de combattre la vilaine Morgana. J'aime bien dire vilaine parce que c'est un film pour enfants, donc ça fait vraiment le terme de pour enfants. La vilaine Morgana, qui depuis 3000 ans est enfermée en dessous du sol et qui en ce moment est en train de revenir parce que le monde est en train de partir en couille, le terreau devient fertile, je dis ça parce qu'elle est entièrement faite en racines, pour qu'elle revienne sur Terre et déverse ses armées des ombres sur la surface. Le film a dans son rôle principal un certain Louis Serkis. Et pour vous donner la réponse tout de suite, oui, c'est le fils d'Andy Serkis. Ce qui, une fois que tu le sais, devient évident quand tu vois le fils et le père côte à côte, tu fais bah oui, évidemment, enfin ça y ressemble. Et il est réalisé par Joe Cornish. C'est amusant d'avoir un nom comme Cornish quand on est un mec qui a eu aussi peu d'espace pour s'exprimer. Puisque Joe Cornish n'a fait qu'un film jusque-là, et pourtant le film était super bon, il s'appelait Attack the Block. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'était un film qui se passait dans une banlieue anglaise, avec des aliens qui arrivaient de l'espace pour attaquer, sauf que les aliens ressemblaient à des aliens graffés sur les murs. C'était juste des ombres avec juste les dents visibles, des trucs bizarres. Enfin, le film était super cool, mais bizarrement, le mec n'a rien fait après, jusqu'à The Kid Who Would Be King, qui est plus ou moins une réadaptation du Connecticut Yankee in King Arthur's Court, le roman de Mark Twain, qui est un enfant du Connecticut à la cour du roi Arthur, si on traduit littéralement le truc, qui est en gros toutes ces histoires qui se passent autour des légendes arthuriennes, mais avec des personnages qui sont généralement pas à la bonne époque, ce qui permet donc de revivre l'histoire. Et le truc, c'est que ce serait bien que Monsieur Joe Cornish puisse faire un nouveau film, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire quand on fait un film pour enfants. Il a fait un excellent film, et si vous avez des enfants, ce qui est de plus en plus probable étant donné que mon public vieillit de plus en plus, et je sais que vous avez des enfants pour beaucoup d'entre vous, je vous encourage absolument à les envoyer voir Alex, le destin d'un roi. C'est un des meilleurs films pour enfants que j'ai vu depuis un bon bout de temps. Il y avait l'heure de minuit, le monstre de minuit, un truc dans ce genre-là, enfin le truc espagnol. Mais je le dirais quand même plus pour adultes encore que pour enfants à la limite. Là, je trouve que vraiment pour moi, c'est ce que j'ai pu voir quand j'étais petit, quand je regardais des films genre l'Histoire sans fin ou des trucs comme ça, quoi. Pour moi, c'est de la vraie fantasy, c'est des vrais films qui sont vraiment dans leurs enjeux, qui ont quelque chose à te dire, qui essayent d'être faits intelligemment, qui prennent pas les enfants pour des cons. Et ça fait un bien fou, et c'est super appréciable à voir, quoi. Donc, je vous encourage à aller voir un peu de magie et d'obscurité et d'ombre dans Alex, le destin d'un roi, pour revenir un petit peu dans les détails et sur ce qui fait que tout ça marche. Le premier truc qui fait que ça marche, c'est le côté sombre du film qui est bien tenu, et comme le côté sombre est bien tenu, ça met des enjeux qui font que tout le reste marche aussi assez bien. Là, du coup, ce qui est vachement bien trouvé, c'est le fait, effectivement, d'avoir récupéré tout ce qui va pas bien dans le monde à l'heure actuelle pour en faire la justification du retour du personnage. C'est quand t'as un point de vue qui n'est pas celui d'un enfant, que du coup tu essayes d'ouvrir à tout ça et que tu fais, ouais, quand même, on s'est tapé 2 guerres mondiales juste avant, on a massacré des millions de juifs, je pense qu'il y avait quand même des raisons pour que Morgana revienne un peu avant, aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, c'est un truc qui rentre bien en jeu avec le monde qui nous entoure. Et j'aime bien les films, justement, qui essaient pas de cacher aux enfants le monde qui existe autour d'eux, quoi. Typiquement, ce que fait Disney dans ses films à eux, quoi. Et ce qui fait que je déteste que la plupart des films pour enfants aujourd'hui soient dans l'esprit Disney et pas dans l'esprit des films pour enfants que je regardais à une époque. J'aime bien le fait qu'ils aillent, donc ils dénoncent absolument tout. Quelque part, vu que ça se passe en Angleterre, t'as peut-être même une critique du Brexit, sous-entendu ou clairement faite. J'ai peut-être loupé un truc, l'ostracisme en général qui revient évidemment. J'aime bien qu'ils aillent même aller chercher ce qui va pas bien jusque dans le domaine du fast-food et de la malbouffe. C'est parce que il y a tout un tas de trucs avec Merlin qui est également présent dans ce film, qui a une forme d'enfant mais qui est joué par Patrick Stewart sur sa forme adulte, donc super plaisir, j'adore Patrick Stewart. Tout le monde aime Patrick Stewart, mais bon. Et donc Merlin a besoin de tout un tas de mixtures et de potions un peu étranges pour faire genre magicien, quoi. Et on se dit du coup, bah merde, si comme il est plus à son époque, il va plus avoir ce qu'il faut. Parce qu'il dit par exemple, si je veux récupérer de l'énergie, il faut que j'ai un jus de cochenille ou un truc dans ce genre-là, et tu fais ouais, enfin ça existe plus du tout. Et là il fait non mais c'est génial, j'ai regardé vos trucs de fast-food. Là le colorant rouge, c'est fait uniquement avec de la poudre de cochenille. Donc du coup c'est exactement ce qu'il me faut, quoi. C'est une mixture de cochenille pour me redonner de la force, etc. Je trouve que c'est vachement bien fait par rapport au traitement réaliste du film, pour l'utilisation du réalisme dans la fantaisie du film et dans la dénonciation en général, quoi. Même si bon,
c'est un truc assez basique, mais moi personnellement ça me dégoûte pas du tout de savoir que mes trucs sont rouges parce qu'ils sont colorés avec de la cochenille. Je m'en fous du moment que je sens pas le goût de la cochenille, peu importe. Mais c'est intéressant du coup de réutiliser ce truc-là, et ça alimente du coup cet esprit du le monde va mal. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que justement ça commence un peu à attaquer le moral des personnages, en particulier de Alex, qui est souvent au grand cœur, qui veut défendre son meilleur ami par exemple, qui l'aide tout le temps pendant le film, mais petit à petit il est en train de se dire ouais en fait le monde c'est de la merde et ça va toujours finir comme ça quoi. Donc c'était intéressant du coup, et ça marche également du coup au niveau des enfants par rapport aux brutes. J'ai eu pas mal de gens se foutre de la gueule des brutes de Shazam la semaine dernière. Je vous avoue qu'effectivement, c'est vrai que des gens qui, quand ils se garent, renversent un mec handicapé avec une canne et se font pas emmerder après par la direction, je me dis, ça paraît un peu bizarre, personne les dénonce, personne machin. Là, pour le coup, si ça vous a paru particulier, vous allez avoir des brutes dans ce film-là qui seront tout à fait crédibles, qui font exactement le genre de truc que font les brutes, piquer de l'argent, te retourner pour avoir des trucs, etc. Ça marche du coup extrêmement bien aussi dans le côté le monde est sombre et le monde part en couille. Ce qui est bien traité aussi au niveau des brutes, c'est comment est-ce qu'ils les intègrent ensuite dans le récit. Je trouve que c'était vachement bien trouvé, je l'avais pas du tout vu venir, et je trouvais que c'était vachement intelligent quand ils avaient commencé à partir là-dedans. J'aime aussi la façon qu'ils ont de se moquer un petit peu d'eux, genre le truc du you're dead, du t'es mort. Je vous dis pas comment est-ce qu'ils le font, je vous dis pas ce que ça a d'intéressant par rapport au film, mais quand j'ai vu la scène, je vais bien trouver. Et puis enfin, le dernier point qui aide le sombre à fonctionner, et lui pour le coup va pas chercher du côté du réalisme, mais du côté de la magie, c'est la fameuse Morgana, la fameuse méchante, qui pour le coup a tout un univers autour d'elle, qui est sombre, qui est assez glauque, qui est assez malsain. Elle vit dans une espèce de grotte, elle est, je vous ai dit, elle est faite presque entièrement en racines. Elle est attachée sur un mur avec les racines qui poussent partout autour d'elle, et au-dessus d'elle, il y a tous ces chevaliers qui sont tous ensevelis dans la terre, avec juste le visage qui dépasse et les mains et les trucs en train de hurler, et en même temps enfoncés à moitié dans les lianes et dans les ronces. Du coup, il y a quand même un côté qui est assez sombre. Et quand elle leur donne vie, quand elle les fait venir sur la terre ferme, sur le monde réel, ils arrivent sur terre sous forme de cavaliers de feu. Le squelette lui-même est en feu, le cheval est en feu, et comme ils avancent à fond la caisse, les visuels sont magnifiques. Tu sens vraiment le danger, tu sens la peur. Il y a peut-être une ou deux scènes où un ou deux plans, je dirais, où les cavaliers ont pas l'air très intelligents et faciles à avoir, etc., en particulier dans la forêt. Mais en dehors de ça, vraiment, tu sens la menace et tu sens le côté dangereux, et il faut absolument qu'on arrive à arrêter ça, quoi. Et donc, du coup, ça marche très très bien pour gérer tous ces enjeux, et pour gérer aussi, du coup, l'univers maléfique et horrifique et sombre, du coup, du film. Du coup, comme on est dans la magie, on va passer sur l'autre côté de la magie et sur les choses qui sont, elles, beaucoup plus joyeuses. Et du coup, la transition est parfaite pour passer de Morgana à Merlin. Merlin, du coup, donc est joué par un gamin, et lui, du coup, va être la source de magie dans absolument tout le film. Et ça va aider, du coup, le film à avoir tout ce côté fantastique et ce côté agréable et sympa et sympathique dans lequel on a envie de rester. Désolé pour la petite saute d'image, j'avais besoin de rajouter un tout petit truc. J'adore le fait qu'on ait enfin trouvé, grâce à Merlin, une utilité à la tectonique. Puisque Merlin fait de la magie tectonique. Quand Merlin fait de la magie, c'est ça va dans tous les sens. Et je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, voilà, grâce au réalisateur, maintenant, la tectonique aura servi à quelque chose, finalement. Ça sera pas juste rendu ridicule des dizaines de milliers de mecs pendant des années. Ça aura servi à faire la magie de Merlin. Il a plusieurs pouvoirs qu'il va utiliser au fur et à mesure dans le film. Le pouvoir de se transformer en chouette. Il a un pouvoir d'hypnose qui forcément fait un peu plaisir aux enfants qui ont toujours tellement de mal à demander aux adultes de faire ce qu'ils veulent. Donc, du coup, l'idée d'avoir un sortilège qui permet d'envoûter les adultes et de leur faire exactement ce que tu veux et tout, il y a quelque chose d'assez grisant et d'assez sympa dans le truc. Et il y a un sortilège de duplication en particulier je crois que c'est réservé au métal, mais un sortilège de duplication qui est présenté à un moment du film et qui est vraiment parfaitement traité et tenu jusqu'à la fin du film, parce que tu dis souvent des trucs comme ça, ils vont les oublier à tel ou tel moment, et au final non, ça revient vraiment servir de façon extrêmement importante au scénario à plusieurs moments du film. Donc du coup c'est super bien fait, et c'est vachement intelligent, et ça donne du coup à tout ça un côté magique qui marche très très bien. Il y a un petit défaut. Au départ il débarque, et il hypnotise des flics pour qu'ils l'emmènent jusqu'à l'école de Alex. Et il arrive en banlieue de Londres, quoi, et arrivé en banlieue de Londres, le gars se transforme en chouette. Et va jusqu'au truc. Et tu fais, pourquoi tu t'es pas transformé en chouette dès le début? T'es un oiseau, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi t'as été hypnotisé des flics pour qu'ils t'amènent à l'école alors que tu peux y aller en volant? J'ai pas compris. C'est le seul moment où je trouve que la logique réaliste et la logique magique rentrent en conflit dans le film, parce que c'est vraiment le moment où je trouve que ça marche pas. C'est pour les flics. Mais c'est le seul moment, donc ça va, c'est quand même pas si énorme.
Et puis un autre sort qui est celui qui permet d'avoir des arbres pour lesquels s'entraîner à se combattre, et ça donne des images qui sont vachement intéressantes. Les arbres bougent de façon très étrange. Ils essaient pas justement de faire un truc qui soit anthropomorphique. Ils essaient pas de réellement leur faire de leur faire deux bras, deux jambes ou des mains spécifiques ou un truc dans ce genre-là. Ils essaient vraiment de regarder leur structure d'arbre et de trouver un moyen de les animer. Et je trouve que du coup ça fait des trucs qui sont assez jolis et qui rendent super bien au niveau des effets spéciaux. Donc voilà, globalement, ce qui fait marcher le côté magie, hein, c'est évidemment les deux magiciens du truc, mais aussi tout le côté global légende qui marche du coup très très bien avec tous les trucs qui sont autour de la légende du roi d'Arthur qu'on a fait depuis des années. Mais par exemple, le simple récit en tout début de film de la légende du roi Arthur, raconté en plus de façon très jolie avec alors c'est de la fausse animation 2D. Ils essayent de faire une animation genre crayon papier ou genre ancien dessin. J'aime pas le fait que ce soit fait en 3D pour ensuite faire un faux truc en 2D. Je déteste la technique d'animation. Le fait est que le résultat final marche super bien, c'est bien texturé, c'est beau, ça a des belles couleurs, c'est bien animé, l'animation fait animation et fait pas juste 3D. Et ça résume extrêmement bien l'histoire avec du coup un univers qui visuellement en plus est vachement intéressant et très lié et très adapté au fantastique. Et globalement, ça va être le truc qu'on va pouvoir retenir aussi de ce film, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il est cool, c'est qu'il a de la gueule. Mais quand je dis qu'il a de la gueule, c'est pas qu'un petit peu, quoi. Il y a honnêtement des effets spéciaux que je trouve mieux faits dans ce film que dans plusieurs méga blockbusters effets spéciaux qui sont sortis dans ces 5 à 10 dernières années. Faut dire que c'est tout con, il n'y a pas non plus des effets spéciaux de ouf dans le truc, mais il y en a quelques-uns qui sont assez impressionnants, et je trouve qu'ils rendent généralement tous assez bien. Il y en a 2, 3, évidemment, parce que dans tous les films, il y a au moins 1, 2, 3 effets spéciaux qu'on n'a pas eu le temps de finir et qui sont pas tout à fait justes, mais globalement, les effets spéciaux sont absolument magnifiques, ultra réalistes, très bien animés, très bien rendus, et on y croit à 100% pendant tout le film. Et évidemment, ça permet du coup de faire des choses qui sont assez grandioses, qui s'étendent assez loin dans le décor, qui font des trucs assez importants et assez impactants, et ce qui du coup fait ressentir le côté impressionnant et grande légende quoi du coup de ce film quoi. Qui est également rendu par la façon de filmer. On a des cadres qui sont très très larges, qui permettent d'avoir beaucoup d'environnement pour qu'on puisse bien voir par exemple l'environnement très londonien, le côté beaucoup plus campagne et paysage justement. Il y a des grands plans énormes sur des grands paysages de verdure anglaise qui sont magnifiques quoi, qui sont déjà très très larges et qui sont en plus magnifiques et qui rendent très très beaux. Les décors quand ils sont créés par exemple sont aussi assez impressionnants, assez grands, assez vastes. Donc il y a toujours quelque chose d'assez impressionnant dans l'image, il y a toujours quelque chose d'assez ouf et c'est extrêmement bien réalisé et techniquement extrêmement bien fait. Donc il y a pas de raison de gueuler dessus et c'est agréable à regarder et ça donne envie de rentrer dans le film et ça donne du coup ce côté grandiose et assez impressionnant. Donc parmi les derniers gros bons points, la production value, le fait que le film ait de la gueule et qu'il soit très bien réalisé aussi, quoi. Le fait qu'on ait un vrai réalisateur derrière la caméra qui sait utiliser ses plans correctement et qui fasse des choses intéressantes. Il y a un plan que je trouvais assez joli à un moment, c'est juste une transition entre deux plans, même pas un plan, une transition entre deux plans. On a un plan, un zoom, un insert sur le lance de l'épée d'Excalibur avec le joyau au milieu. Et on a un fondu jusqu'à Alex qui ensuite est en train de se promener pour essayer d'arriver à un endroit précis. D'ailleurs, juste au passage, j'adore le côté l'épée rangée dans le sac à dos, en transperçant le sac à dos complètement. Je trouve que ça rend super bien. L'image est super belle de l'épée plantée comme ça, très bien en biais. Je trouve que c'est génial. Comme idée pour transporter Excalibur, c'est génial. Mais donc là, il est juste au milieu d'une route et on a un fondu d'un plan à l'autre et entre les deux fondus, du coup, Alex se retrouve pile poil là où était le joyau sur le plan d'avant. Donc on a eu vraiment une transition où on conserve le symbole que c'est lui l'espoir, c'est lui le champion et qu'il faut qu'on le garde, c'est lui qu'on continue à suivre. Donc vraiment je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y a rien à jeter, tout est parfait, les plans sont bien faits et ils sont intéressants et intelligents et bien mis en scène. Le script globalement est bon, il est très bien écrit, je vous ai dit la façon de faire venir les brutes dans l'histoire, mais tout ce qui va se dérouler après, la façon de mélanger la magie au monde réel, la façon de créer un scénario cohérent à partir de tout ça, je trouve que ça marche extrêmement bien, que tout est toujours très bien justifié, très cohérent. Je trouve que ce qu'ils font sur la fin est très bien joué. Et également, je trouve que c'est une bonne idée, que ça a été bien mené et que c'était efficace. Et puis pour finir du coup globalement sur plein de petits bons points comme ça, j'aime beaucoup le fait par exemple que les enfants fasse vraiment enfant. Et c'est un truc que j'ai pas eu aussi dans beaucoup de films récemment. Cela dit, je trouve que dans Shazam, c'était le cas, parce que j'ai parlé de Shazam il y a quelques secondes. Mais, dans celui-ci, ils ont le côté en plus que ils font
enfants normaux et crédibles. Notamment dans le fait qu'il y en ait un ou deux qui soient un petit peu bouboule et un petit peu gros, je peux le dire, parce que j'étais un peu bouboule aussi quand j'étais gamin. J'aime bien la façon qu'ils ont aussi de jouer, enfin les jeux qu'ils ont quand ils sont enfants, les réactions qu'ils ont, comment est-ce qu'ils échangent, comment est-ce qu'ils parlent. Je trouve que leurs dialogues font vrai dialogue d'enfants et qu'il y a cette espièglerie de l'enfance qui joue dedans. Je dois dire vraiment que pour moi l'enfance c'est parmi les trucs les mieux faits de ce film, et je me suis véritablement à certaines scènes senti retomber en enfance, quoi. Je me suis senti avoir l'excitation du gamin qui est en train de voir un film qui lui a donné tout ce qu'il avait envie de voir. Et vraiment, j'ai ressenti tout ça en voyant ce film. Et puis le dernier truc que je noterais, c'est un petit mélange d'enfance et un petit peu de sombre et de malsain, et en même temps un peu de fantastique, donc un petit peu tout en même temps. C'est le comportement de Merlin quand il est autour d'Alex au début du film. C'est-à-dire qu'il doit venir le chercher, il est là pour lui, donc évidemment c'est lui qui l'intéresse. Mais en fait, il y a que lui qui l'intéresse, et donc il y a tout un montage avec plusieurs plans où on voit plusieurs salles de classe, et dans chaque salle de classe, il y a à un endroit, quelque part, Merlin dans la salle, qui est en train de fixer, de dévisager Alex, qui lui est genre... c'est vraiment qui est en train d'avoir les boules, quoi, parce que le mec commence à être vraiment malsain. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Je trouve que c'était intéressant de jouer sur ce côté un petit peu malaisant et un petit peu bizarre du mec qui te regarde et qui te dévisage comme ça dans la salle. Je trouve que c'était vraiment très bien fait. Je suis vraiment allé voir ce film sur la rigolade, sur le ton de la rigolade, et en me disant ouais, ça peut être marrant. Et vraiment, si j'avais été enfant, j'aurais adoré voir ce film. Donc je vous encourage absolument à emmener vos enfants voir Alex et le destin d'un roi. Et vous-même, si vous avez un petit manque d'enfance, je sais qu'en ce moment on est tous dans une période un peu nostalgique, je vous encourage du coup à aller voir Alex et le destin d'un roi, ce sera plus intelligent qu'un Disney. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!